Amis de Morpheus Etica, bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors ce soir, j'ai le retour d'une dame qui s'appelle Cécilia. Elle a une mésaventure, on va dire, une amplification de sa mésaventure qu'elle a besoin d'exprimer. Cécilia. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Bon, Cécilia, c'est mon invitée de ce soir et tu as bien entendu un nouvel épisode à raconter dans cette triste affaire. Je te laisse la parole. Vas-y. Ben oui, Christophe, ben écoute, c'est la saga maçonnique qui continue. Hein, donc voilà, donc ils tentent par tout moyen de nous cerner, de nous racketter. Hormis que en face, ils ont des gens, des résistants, vraiment des résistants, c'est digne des résistants de l'époque de la guerre, parce que c'est vraiment une guerre, une lutte, une guerre sans merci qu'on mène contre ce milieu maçonnique, le milieu judiciaire, comme comme il est indiqué dans le titre. Donc voilà, ils tentent de nous racketter par tous les moyens. Une fois c'est la construction, une fois c'est ils nous assignent en justice pour nous racketter avec des dommages et intérêts. Une autre fois c'est une histoire là de carrelage. Une fois c'est une histoire de masque inventé avec un faux en écriture rédigé par un gendarme. Voilà, c'est sans fin. Cette histoire c'est sans fin. C'était vraiment une mafia digne de la Camorra et de la 'Ndrangheta en Sicile. Voilà, ils sont là pour tenter de racketter par tout moyen et de s'en mettre plein les fouilles. Mais ça ne peut plus durer. Il va falloir que ça cesse, sérieusement. Sérieusement. Alors là, ce soir, le sujet que tu racontes, l'épisode, c'est quoi? Ça concerne quoi? Parce que alors, mon mari m'a envoyé des pièces que je vais mettre au bout de la vidéo. D'accord? Tout à fait. Il y a 39 pages, d'accord, que je vais publier, que je mettrai au bout. OK? Voilà, c'est pour te le dire. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je te remercie infiniment, Christophe, pour le combat que tu mènes à nos côtés pour lutter contre cette gangrène et ce cancer. Et il faut qu'on continue. Il va falloir monter plus haut, hein, continuer à dénoncer, mais monter des mouvements d'action pour mettre un terme à ces pratiques, parce que ça ne peut plus durer. On est vraiment dans une république, c'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots, dans une république avec des ripoux en face qui comprennent, donc la mafia comprend les magistrats, bien entendu, c'est eux qui rendent des décisions iniques, des escroqueries au jugement. Avec eux, il y a les avocats qui sont donc les fossoyeurs, il y a les huissiers, il y a les mandataires judiciaires, il y a les greffiers, il y a tout ce petit monde qui se tient par la barbichette pour racketter le peuple. Et ça ne peut plus durer. Donc, l'histoire de ce soir, c'est, disons, la continuité par rapport à la construction. Donc, comme je t'avais expliqué la dernière fois, il y avait, par rapport à la construction de la maison, le racket qui était organisé, donc, suite à l'escroquerie au jugement qui avait été rendu par des juges d'Avignon et de la Cour d'appel de Nîmes, pour nous prendre notre bien qui a été payé, intégralement payé, plus qu'il ne faut, et nous l'avons démontré. Et j'ai également expliqué l'implication du mandataire de l'expert judiciaire qui avait été mandaté par référé du 28 octobre 2009 et qui avait rendu un faux en écriture publique. Et donc, quand j'ai dénoncé tout ça, il s'est permis, cet individu peu fréquentable, ce criminel, ce voyou, cette raclure, cette ordure, il nous a cité à comparaître dernièrement pour supposer injure, parce que tu comprends, de dire la vérité à la face du monde, ça leur déplaît à ces criminels. Donc, j'avais expliqué dans de précédentes vidéos que moi et mon mari, on était victimes donc par rapport à la construction, par rapport au constructeur mafieux Hissène Soissal, et qui était avec le mandataire judiciaire Christian Ripper. Je montre encore sa gueule parce que c'est nécessaire de montrer la gueule de ces individus, parce qu'il faut qu'ils soient identifiés pour un jour prochain, quand le vent va tourner. Voilà, donc Christian Ripper, le mandataire judiciaire, escroc au jugement, qui est donc sur Avignon, 23 rue Banasterie, et donc qui veut s'approprier de notre bien payé.
Donc, suite à cette escroquerie par rapport à la construction et à l'abandon de notre chantier qui était truffé de malfaçons, il fallait même démolir l'ouvrage puisque l'ouvrage était mal implanté, un ouvrage qui avait été, l'erreur d'implantation qui avait été chiffrée à 4 000 € par l'expert judiciaire mafieux. Donc, suite à cela, vu que le chantier il avait été abandonné par le constructeur mafieux Hissène Faisal, donc nous nous sommes retrouvés pendant 7 ans en vivant dans des conditions déplorables dans une caravane comme des romanichels. Et donc, au bout de 7 ans, quand l'expert judiciaire mafieux il a rendu son rapport inique, à partir de là, donc l'affaire a suivi son cours devant les tribunaux, mais nous avons pu reprendre les travaux, tant bien que mal, malgré l'implantation, la mauvaise implantation de l'ouvrage, malgré toutes les malfaçons, nous étions bien obligés de continuer les travaux de notre construction, vu que l'expert, le constructeur avait organisé sa banqueroute, et donc nous n'avions que nos yeux pour pleurer. Nous nous retrouvions avec un chantier abandonné à l'état des Arras qui avait été chiffré à un prix démentiel, comme je l'avais expliqué dans ma précédente vidéo. Et donc, voilà, faute de démolir l'ouvrage, nous n'avions pas d'autre solution que de continuer les travaux. Donc, nous avons mandaté plusieurs entreprises. Les travaux, donc, nous ont coûté un pognon de dingue, comme dirait notre cher président. Donc, les travaux, il a fallu faire appel donc à des entreprises pour terminer la construction, la maçonnerie, faire la toiture, faire appel à un électricien, un plombier, un chauffagiste et le carrelage. Justement, le carrelage, voilà, nous y venons, c'est l'objet de l'émission de ce soir. Donc, quand nous sommes arrivés au moment de faire, de poser le carrelage chez nous, nous avons donc fait appel à comment dire, à une entreprise, un entrepreneur qui faisait donc le chauffage, l'électricité et le carrelage. Donc, cet individu, Monsieur Jean-Paul Barjavel, donc nous l'avons contacté parce qu'on nous avait dit que c'était quelqu'un de sérieux, c'était quelqu'un qui travaillait bien, quelqu'un d'intègre, d'honnête, parce que nous étions tellement, je veux dire, nous avions tellement été échaudés que les entreprises, nous craignions de tomber encore sur un escroc. Donc, nous avons signé un engagement avec ce monsieur Jean-Paul Barjavel, donc qui habite dans la même localité que nous, en l'occurrence sur Apt dans le Vaucluse. Et donc, ce monsieur Barjavel, donc nous lui avons commandé du carrelage, il nous l'a donc livré, on lui a payé et il nous l'a posé. Donc, ce carrelage, comme je t'ai envoyé les pièces que tu vas produire en fin d'émission, quand même, voilà, je vais juste un petit peu pour ceux qui regardent la vidéo. Donc, ce carrelage, donc nous avons commandé du carrelage. Ce monsieur faisait la vente, la pose, il vendait du carrelage et donc il nous a fait tous les travaux d'électricité, tous les travaux de plomberie et il nous a vendu du carrelage et il nous l'a posé. Donc, nous lui avons acheté le carrelage. Donc, c'est les documents que tu produiras donc en fin de vidéo. Donc, notre carrelage a été intégralement payé. Voilà. Voilà les pièces. Donc, nous avions un devis. Les sommes, ce personnage indiquait donc les sommes qu'il avait perçues. Il nous a fait même une attestation indiquant il avait reçu telle somme d'argent pour le carrelage. Voilà, il a indiqué exactement, je suis signé pour le carrelage. Il a indiqué exactement à quelle adresse, le modèle du carrelage, donc qui était intégralement payé. Donc voilà, avec sa pièce d'identité que tu produiras en fin de vidéo. Donc à partir de là, donc nous étions intègres et honnêtes. Nous avons payé rubis sur l'ongle notre carrelage, la pose, la main-d'œuvre et tout. Et donc voilà, nous avons donc les travaux se sont terminés. Et puis il a fait donc l'électricité, c'était quand même un chantier très important. On lui a permis quand même d'avoir de bons revenus, de bien gagner sa vie. Voilà. Donc, les travaux se sont terminés et à partir de là, donc le temps s'est écoulé et quelle ne fut pas notre surprise, il faut que j'explique un petit peu avant. Donc, auparavant, nous sommes allés au magasin Monsieur Bricolage donc de Apta Pro pour commander
de la robinetterie et des sanitaires, baignoires, lavabo, et tout ce qui était nécessaire pour l'installation de notre maison, pour pouvoir y vivre et nous y installer. Donc voilà, nous avons versé un acompte assez conséquent, donc un acompte à la date du 12 mars 2013 par chèque, donc un acompte de 5 400 €, voilà, qui a été versé à cette société Aptapro, Monsieur Bricolage, qui est située à Apt, et dont le patron, le gérant, est Monsieur Geoffroy Guerdou, le gérant de ce magasin. Donc voilà, tout se passait bien. Nous attendions donc la livraison de notre robinetterie et de nos sanitaires. Voyant que le temps passait, nous ne recevions pas la commande pour laquelle nous avions versé un acompte de 5 400 €. Le temps s'est écoulé. Donc, je me suis rendue donc, au magasin Monsieur Bricolage, Aptapro de ma localité, donc de Apt. Et là, ce monsieur m'a dit non, ben ça va arriver, la marchandise, ça va arriver. J'ai dit écoutez, ça fait maintenant plusieurs mois maintenant, je n'ai pas eu la marchandise, il faudrait penser à me rembourser mon acompte. Donc il me dit ne vous inquiétez pas, la marchandise va arriver bientôt et elle va vous être livrée. J'ai dit bon, on va attendre un petit peu. Et sinon, j'enverrai un courrier recommandé pour réclamer la restitution de mon acompte qui était quand même conséquent de 5 400 €. Et quelle ne fut pas la surprise, c'est à partir de là que, un beau jour, nous recevons une lettre donc en date du 17 juin 2014. Et me semble-t-il, je ne sais pas de mémoire si c'était un recommandé. Oui, c'était un recommandé. Un courrier recommandé reçu donc le jeudi 19 juin 2014, que tu produiras également à la fin de la vidéo. Et ce courrier, objet, facture en attente de règlement. Voilà, on nous réclame une somme de 13 230,98 € et dans une colonne sur la droite, il est indiqué montant du crédit 5 400 €. Donc en l'occurrence, qui correspond à notre acompte versé pour la commande de notre robinetterie et de nos sanitaires. Alors là, quelle ne fut pas notre surprise de recevoir ce document. Donc, à partir de là, donc, nous avons adressé un courrier recommandé en date du 20 juin 2014, que tu produiras également, et en demandant justement des explications sur ce courrier. À quoi? Parce que tu noteras, et tous les gens qui regarderont la vidéo noteront que le document dans lequel on nous demande la somme de 13 230,98 €, il n'est indiqué, il n'y a aucune indication sur quel genre de marchandise, à quoi ça correspond, juste une somme d'argent. Donc, à partir de là, donc, nous avons adressé un courrier recommandé à cette société Aptapro, au directeur, donc, Monsieur Geoffroy Guerdou, pour lui demander des explications à quoi correspondait cette marchandise, de nous fournir donc les documents juridiques, en l'occurrence le bon de commande, le bon de livraison, le contrat qui a été passé entre lui et nous, nous accordant sur la chose et sur le prix. Me semble-t-il, c'est l'article, il y a l'article 1583 notamment, qui dit qu'une vente est parfaite et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur quand on a convenu de la chose quand on a convenu de la chose et du prix. Voilà. Donc, nous avons demandé donc des documents juridiques. Attends, oui. La compte que vous aviez versé, il vous a donné un document sur quoi vous aviez versé la compte ou pas? Eh bien, oui, il y a un document. Mais figure-toi que nous, voilà, quelque part par excès de naïveté et de confiance, nous étions clients de ce magasin depuis 20 ans ou 25 ans. Donc, c'est quand je suis retournée au magasin pour demander donc où en était ma commande de robinetterie et de sanitaire, que c'est là que j'ai demandé, mais j'ai dit, mais comment se fait-il que je n'ai pas eu vu le chèque que je déposais et de 5 400 € la compte, comment se fait-il qu'on ne m'a donné aucun document? J'exige, vu la tournure des événements, je me pose des questions
sur votre probité et donc je voudrais un document qui justifie que j'ai versé un acompte de 5 400 €, même si c'est vrai qu'il y avait des traces puisqu'il y avait un chèque donc de 5 400 €. Sauf que ces gens-là ne nous avaient pas donné de document. Donc, on a eu un document qui indiquait bien que nous avions versé un acompte de 5 400 €. Mais bien évidemment… Il n'y avait pas le détail des produits? Non, 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 bien évidemment que non. Ils se sont bien gardés de faire le détail, juste avec une… Ça veut dire, Cécilia, que vous n'avez pas signé de devis pour acheter des matériels? Absolument pas. Absolument pas. Aucun devis. Comment il justifie sa somme alors, puisqu'il n'y a pas de devis de signé? Il ne la justifie pas. Tout simplement, c'est une escroquerie au jugement. Tout simplement. Non mais voilà, attends, comme là, pourquoi tu parles d'un jugement là? Parce que là, mais attends la suite. Attends la suite. Donc là, quand nous avons reçu ce premier courrier, donc en recommandé qui nous réclamait une somme d'argent, donc nous avons adressé un courrier recommandé pour demander des explications en recommandé et tous les documents juridiques, donc bon de commande, bon de livraison, le contrat qui a été signé qui nous lie entre nous, les parties, voilà. Donc voilà, ce courrier a été envoyé et suite à ce courrier, bah, ils ont campé sur leur position, toujours pareil, et on a reçu le même courrier. C'était une copie conforme de leur précédente demande. Cette fois, en date du 30 juin, le courrier était daté du 30 juin 2014, toujours en recommandé, reçu le 1er juillet 2014, qui nous réclame la somme de 13 230,98 €. Ils mettent sur le cas, dans le tableau que nous avons versé un acompte de 5 400 €, mais ils ne disent pas à quoi ça correspond. Ils ne nous ont pas fourni les documents juridiques, le bon de commande, le bon de livraison, voilà. Donc, voilà, c'était toujours pareil. La situation n'avançait pas. Donc, à partir de là, donc, nous avons… Est-ce que tu as déposé plainte contre eux? Est-ce que tu as déposé plainte? Attends, la suite, je t'explique. Ensuite, donc, nous avons encore envoyé un nouveau courrier en recommandé en date du 16 juillet 2014 où nous lui expliquons je vous renouvelle ma demande en réclamant le devis détaillé, le bon de commande détaillé, le bon de livraison, des explications sur le montant qui est différent sur les deux documents, parce que figure-toi que nous avions versé donc un acompte de 5 400 € et en bas, il y a une somme qui apparaît. Oui. Et eux, sur leur courrier, c'est une autre somme qui correspond à je ne sais quoi. Donc, à partir de là, donc, nous avons hésité, est-ce que nous déposions plainte ou nous faisions une action civile? Donc, nous sommes allés voir un avocat et il nous a dit, vous êtes dans votre droit, il n'y a pas de bon de commande, il n'y a pas de bon de livraison, il n'y a aucun document juridique. La société, l'entreprise est un professionnel, vous êtes des clients, des profanes, le professionnel est soumis à des obligations. Voilà, si la répression des fraudes vient faire un contrôle dans son entreprise, il aura des problèmes. Et donc là, ça tient du civil. Ce n'est pas la peine de faire une action pénale, c'est du civil. On va faire une action au civil pour réclamer le remboursement de l'acompte de 5 400 € et obtenir des dommages et intérêts. Inutile d'aller sur le terrain du pénal, voilà. On va trouver une solution comme ça. Bon, ben, nous, on a hésité un petit peu, puis on s'est dit, bon, ben, on va aller dans ce sens-là, on va faire une procédure devant le tribunal civil. Donc, je pense qu'on aurait dû, dès le départ, déposer une plainte au pénal et on se serait passé de se faire escroquer par X avocats, par ces fumiers d'avocats. Et donc, nous aurions dû déposer une plainte au pénal. C'est ce que, d'ailleurs, nous allons faire maintenant. Donc, les choses ont suivi leur cours. Cécilia, pour que les gens comprennent, le matériel, il ne vous a jamais rien livré? Absolument. Non, non, absolument pas. Non, non, on n'a jamais rien eu. Non, non, aucune commande. Mais là, est-ce que tu as fait une déclaration au fisc comme quoi il a escroqué, en fait?
Il est J'ai écrit aux impôts, je n'ai pas eu de retour. Je n'ai pas eu de retour. Mais je vais relancer l'affaire. Donc, à partir de là, nous avons fait une procédure devant le tribunal au civil, comme je t'ai expliqué, par le biais d'un avocat. Et donc, à partir de là, nous étions dans notre bon droit. Il n'y avait pas de bon de commande, il n'y avait pas de bon de livraison. Nous avions versé un acompte de 5 400 €. Il n'y avait aucun document juridique, aucun contrat de signé, aucun engagement. Le professionnel avait failli à tous les niveaux. Il nous avait pris notre acompte et il nous a jamais rien livré. Donc, nous étions sûrs de notre bon droit. Mais c'était sans compter encore une fois, sur ces magistrats mafieux, sur ces magistrats francs-maçons qui torpillent les procédures, qui écartent les pièces de preuve et qui interprètent la loi et le droit et qui vous condamnent parce que le tribunal, il faut le dire, c'est ni plus ni moins, c'est une cour de récréation, c'est un ring de boxe. Voilà, vous êtes dans la liste, inscrit sur la liste des cons et puis on vous raquette par tous les moyens. Donc à partir de là, nous avons fait une action devant le tribunal. C'était à l'époque au tribunal de Pertuis. Ça aussi, je vais apporter une petite précision sur ça parce que c'était normalement pas devant le tribunal d'instance parce qu'à l'époque il y avait le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance. Maintenant, c'est devenu le tribunal judiciaire. Tout a été regroupé. À l'époque, notre avocate avait fait une erreur. Elle a saisi le tribunal d'instance. Il faut rappeler que le tribunal d'instance n'est saisi que pour les litiges qui ne dépassent pas 10 000 €. Or là, en l'occurrence, dans notre dossier, nous avions versé un acompte de 5 400 € et la marchandise qui devait nous être livrée était d'un montant de 18 133,90 €. Donc, ça dépassait largement la compétence du tribunal d'instance. Donc, déjà là, il y a une erreur, un vice de procédure parce que le tribunal aurait dû se déclarer incompétent. Mais donc, une question. Oui. Tu t'es jamais adressé à 50 millions de consommateurs pour les non, c'est vrai que je n'ai pas saisi ça, je ne l'ai pas fait. Tu devrais leur signaler. Oui, mais là, oui. C'est des institutions qui te donnent les normes pour régler des factures. Et il faut qu'ils respectent la loi. Si tu t'appuies sur une association de 50 millions de consommateurs, hein? Mais tu sais, Christophe, par expérience, je veux dire, dans nos déboires judiciaires, je vais te dire, vu les démarches que je fais de tous les côtés, j'observe une chose, c'est que toutes ces associations, les impôts, les machins, les trucs, ils se connaissent tous entre eux et c'est toujours de la connivence. Tu signales, par exemple, par rapport aux constructeurs, j'ai signalé à la répression des fraudes à l'époque, ben, ça n'a pas bougé, il ne s'est jamais rien passé. Donc, tu écris aux impôts. Oui, mais là, il y a quand même des lois commerciales où ils sont obligés de respecter un cadre. Écoute, oui. Donc, là, il faut que tu t'adresses à la comment dirais-je, à l'infrastructure commerciale qui est capable de contrôler. Les actes qu'ils ont faits sont légaux, d'accord? Parce que là, on est dans un abus de droit. La justice, elle connaît pas ces choses-là, en fait, hein. Ben bien sûr qu'ils connaissent, ils le savent très très bien, ces juges mafieux, ils connaissent très très bien, ils savent, tout ça c'est torpillé uniquement dans un but uniquement d'estorquer de l'argent, tout simplement. Donc à partir de là, quand nous avons engagé la procédure au civil devant le tribunal, donc comme je t'ai expliqué, la procédure a été initiée devant le tribunal d'instance qui aurait dû se déclarer incompétent vu le montant du litige. Mais bon, la procédure a suivi son cours. Nous l'avons soulevé parce qu'après nous avons demandé à cette avocate, nous l'avons déchargée du dossier et nous avons continué tout seuls à nous défendre devant le tribunal. Nous nous sommes d'ailleurs très très bien défendus, hormis qu'en face nous avions des magistrats mafieux qui torpillaient le droit. Donc j'ai fait des écritures assez conséquentes où j'ai fourni toutes les pièces. J'ai tout expliqué, j'ai tout détaillé, la jurisprudence, les articles de loi, expliqué qu'il n'y avait pas de bon de commande, pas de bon de livraison. Nous avons fourni notre facture, toute l'attestation, des attestations, X attestations de témoins.
Voilà. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé une ordonnance sur requête au tribunal d'Avignon, au tribunal de grande instance qui s'appelait à l'époque tribunal de grande instance d'Avignon. Ils ont demandé une ordonnance sur requête. Leur avocate, Humbert, alors cet escroc là, Christiane Humbert Gargiulo. Alors elle, c'est l'avocate escroc au jugement. L'avocate donc qui a défendu l'escroc du magasin Aptapro Monsieur Bricolage et donc qui a soutenu une escroquerie au jugement. C'est elle qui a magouillé avec les juges de façon à ce que son client franc-maçon, parce qu'elle fait partie aussi de la franc-maçonnerie, elle a été bâtonnière et donc en général quand on est bâtonnier ou bâtonnière, c'est qu'on a rendu des services. Donc, voilà. Après, il y a un droit, il y a du droit à respecter, hein. Alors qu'il soit franc-maçon ou pas. Mais tu le vois. Donc, qu'il faut Mais faire. tu le vois dans tous nos dossiers, on a tous les éléments, toutes les preuves. Il faut revenir à l'origine du premier mensonge. D'accord? Le premier mensonge, c'est une fausse facture. Le reste, c'est des conséquences qui t'embobinent. C'est eux qui embobinent. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est trouver une structure qui sait gérer la comptabilité d'une entreprise, d'accord? Et s'appuyer sur la légalité de ce qu'il doit faire pour pouvoir facturer. Le reste, c'est du pipotage. Ça veut dire que si tu reviens à la source du premier litige, toutes les juridictions qui sont après, elles peuvent tomber. Ben oui. Donc là, à partir de là, quand nous avons saisi donc le tribunal, l'affaire suivait son cours. Nous pensions que, comme nous étions honnêtes et dans notre bon droit, nous avions la facture de notre carrelage, des témoignages de personnes qui étaient là le jour de la livraison du carrelage. Il y avait des témoins, on avait tout ce qu'il fallait, quoi. Et en face, il n'y avait rien, il n'y avait aucun document juridique. Donc, nous avons eu la surprise, un beau jour, j'étais là, chez moi, et j'ai eu la surprise. Donc, je n'étais pas là, j'étais absente. Et puis, on me téléphone, l'huissier qui connaît bien mes déboires avec la mafia judiciaire, m'appelle, me dit « Montez vite, Madame Villano, il y a quelqu'un chez vous, il y a un huissier qui veut faire un constat. » Moi, j'étais surprise. Parce que, je veux dire, j'avais aucun problème. Je suis victime, on est victime, moi et mon mari, dans X dossier. Donc, je suis montée précipitamment chez moi. Et là, quelle surprise, je vois un huissier, je vois 2 gendarmes et je vois un serrurier qui étaient là. Ils hésitaient parce qu'ils voulaient forcer la porte, donc violer mon domicile. Mais comme ils ont vu à travers les vitres, ils ont vu mon père qui était handicapé, qui était alité, donc ils ont eu un petit peu quand même une crainte parce qu'une personne handicapée qui était complètement tétanisée, traumatisée de voir des gendarmes rôder autour de la maison. D'ailleurs, il a été traumatisé pendant un moment, hein, il m'en a parlé, il m'a répété, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a les gendarmes? Pourquoi il y a les gendarmes? Donc, l'huissier Christophe Magnier, ce mafieux là, faussaire, je vais montrer, c'est quand même nécessaire de montrer les photos. Voilà, cet huissier donc mafieux, Christophe Magnier, donc il est huissier de justice sur Avignon. Donc il m'a présenté sa carte et donc il m'a dit voilà, j'ai une autorisation, une ordonnance sur requête, une autorisation du tribunal d'Avignon pour pénétrer chez vous et faire un constat. J'ai dit, ah bon, constat de quoi? Il me dit, vous ne pouvez pas vous y opposer. Si vous vous opposez, je fais forcer la porte par le serrurier, les gendarmes sont présents. J'ai écouté, moi je n'ai rien, monsieur, à me reprocher. Vous voulez constater quoi? Il n'y a rien chez moi, tout est, on est des gens honnêtes, mon mari et moi. Bon, vous voulez constater quoi? Il me dit, je dois constater certains matériaux de votre maison. Donc, les gendarmes voyant que je ne m'opposais pas à cette intrusion dans mon domicile, donc les gendarmes et le serrurier sont partis. Et là, ce pourri d'ordure d'huissier faussaire, donc il est rentré, accompagné d'un pseudo expert, monsieur Olivier Tréhin. Qui est monsieur Olivier Tréhin? C'est l'ami de monsieur Geoffroy Guerdou, patron de monsieur Bricolage.
du magasin Aptapro, Monsieur Bricolage. C'est un agent commercial, donc qui a l'habitude de travailler avec lui. Et il a été donc l'huissier. L'huissier, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un PV pour relever le matériel que tu as? Voilà. Donc, voilà, il prend des photos, il fait un PV, un procès-verbal de constatation sur les matériaux de notre maison. Et il s'en va, ça dure à peu près 1 heure, et il s'en va. Et quelque temps après, 1 mois et demi, je n'ai pas la date exacte, grosso modo, au bout d'1 mois et demi, on reçoit un constat, et la surprise, un constat totalement mensonger. Totalement mensonger. Il a mis des… Pardon? Quand tu dis mensonger, ça veut dire quoi? Ben, il a marqué, il a mis des références qui n'existent pas, qu'il a sorties de nulle part, enfin de nulle part, qui correspondaient exactement aux demandes de Monsieur Geoffroy Guerdou. Est-ce que ça s'appuie sur des photos? Oui, il y a des photos. Il a pris des photos de notre domicile, de la maison, des matériaux, du carrelage. Et donc, tout était faux. Il a mis des références qui étaient totalement fausses. Il a dit qu'il y avait du carrelage au mur. Pourquoi du carrelage au mur? Parce qu'il fallait justifier la quantité de carrelage qui était demandée par le magasin Monsieur Bricolage Aptapro. À savoir que notre maison fait 159 mètres carrés et Aptapro demandait 330 ou 340 mètres carrés de carrelage. Donc, c'était pour justifier cette quantité astronomique. Donc, l'huissier a prétendu qu'il y avait du carrelage au mur. Il s'est bien gardé de mesurer. Est-ce que tu as fait faire un constat opposant? Oui, un constat contradictoire, tout à fait. Donc, moi, j'ai mandaté un huissier dans ma localité qui a été tout à fait honnête et intègre, et elle a relevé toutes les incohérences et les mensonges de Christophe Magnier, l'huissier menteur faussaire. Donc, nous avions… Du coup, tu as un document qui s'oppose à ce qu'a écrit l'autre. Tout à fait. Tout à fait. Tu le produiras en fin de vidéo. Donc, cette commissaire de justice, Valérie Fabretoul, indiquait que l'huissier Christophe Magnier avait donné des informations totalement fallacieuses. Elle a dit que la maison faisait tant de mètres carrés avec le métrage justement qui avait été communiqué par, je veux dire, un géomètre et par comment on appelle ça, un architecte. Elle a pris les photos du carrelage. Elle a dit qu'elle avait d'autres modèles qui lui ont été présentés avec une référence. Elle a indiqué la référence du carrelage qui ne correspondait pas aux références qu'avait indiqué l'huissier Christophe Magnier. Elle a tout démonté, tout point par point, toute l'argumentation. Ça, c'est important, c'est important. Voilà, c'est le constat que tu produiras en fin de vidéo. À partir de là, donc, il s'est tenu donc une audience devant le tribunal d'instance de Pertuis, comme j'ai expliqué, qui aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance, vu le montant du litige. Bon, ben, nous l'avons soulevé, bien évidemment, nous n'avons pas été entendus. Et le magistrat Guillaume Fauvet, ce mafieux escroc au jugement, donc, voyant que, ben, en face de lui, il avait un franc-maçon, il avait un frère, Geoffroy Guerdou, qui est franc-maçon, fait partie de la franc-maçonnerie, et voyant que nous étions dans notre bon droit, qu'il n'y avait pas de bon de commande, pas de bon de livraison, il y avait un constat contradictoire qui démontrait que l'autre était un faux en écriture publique et authentique, il y avait des attestations de témoins, il était embêté. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une réouverture des débats, et il nous a convoqués dans son bureau disons, à huis clos, pour ainsi dire. Et donc là, nous avons expliqué que nous ne devions aucune facture, que notre facture de carrelage, nous l'avions achetée à monsieur Jean-Paul Barjavel, nous avions tous les documents et que tout ça, c'était une escroquerie. Donc, il était assez embêté. Et voilà, donc l'audience s'est tenue à nouveau devant le tribunal en audience publique. Et là, ben, écoute, surprise, on a été condamné. Comme d'habitude, on a été condamné alors que, je veux dire,
tout allait dans notre sens, tout démontrait que nous étions. Mais il condamne comment? Sur quoi il vous condamne? Il explique dans son jugement, comment il dit ça, comment il explique ça. Alors, je ne sais plus, ça remonte à tellement longtemps maintenant. Là, tu as comment, déposé pardon? plainte. Sur ce jugement-là, tu as déposé plainte pour escroquerie à jugement? C'est en cours, c'est en cours. Parce que je ne pensais pas que ça allait, je pensais qu'ils avaient compris, parce qu'après j'ai dit que c'était une escroquerie au jugement, j'ai fait une déclaration d'exception de nullité que j'ai envoyée à X magistrats, que j'ai envoyée à l'Europe, au Luxembourg, donc je pensais, je les avais mis en garde de ne pas exécuter une escroquerie au jugement, manifestement ils n'ont pas compris, donc là maintenant la plainte va être déposée, et donc plainte avec constitution de partie civile, si jamais la plainte est classée sans suite. Donc, le magistrat, comment il avait motivé son jugement, alors il met à un moment donné, attendu que si certes la SAS APTAPRO ne peut fournir un devis signé par monsieur Benoît Villano qui aurait permis d'imputer sans conteste à une commande précise le chèque de 5 400 €. Il considère que le chèque de 5 400 € que nous avons versé, c'était pour le carrelage. Voilà l'interprétation du droit selon la loi maçonnique. À partir du moment où il y a un chèque, ce chèque correspond obligatoirement à une commande de carrelage selon monsieur Guillaume Fauvet. C'est pour ça que c'est incroyable que tu donnes un chèque quand tu as un bordereau d'acompte sur quoi c'est versé. Ah ben oui, écoute, nous étions clients depuis des années. On a fait confiance, on a fait un chèque et de toute façon, c'était lui le professionnel qui aurait dû nous faire signer un bon de commande sur la robinetterie et il n'a rien fait. Il a pris le chèque, il a encaissé le chèque et on n'a jamais reçu de marchandises, rien du tout. Donc notre robinetterie et nos sanitaires n'ont pas été livrés et donc ils ont joué ensuite sur ça pour prétendre que nous avions reçu une commande de carrelage, sauf que la commande de carrelage, nous avions pu prouver par une attestation et une facture de notre carreleur que nous avions acheté, commandé, qu'on s'était fait livrer, poser le carrelage et que nous l'avions payé. Mais que nenni, ces magistrats, ils interprètent le droit et malgré toutes les preuves de notre côté et l'absence de documents juridiques en face, ils nous ont condamnés. Donc, attends, parce que là, ça, c'est le jugement, c'est le tribunal de Pertuis qui t'a condamné. C'est ça, oui. Bon. Donc là, avec les preuves que tu as qu'on va publier, ils vont être dans la merde, hein, parce que là… écoute, je l'espère, parce que la plainte qui va suivre et attend la suite des événements. Donc, à partir de là, nous avons fait appel, bien évidemment. Donc, appel où? Devant le tribunal maçonnique de Nîmes. Et là-bas, Nîmes, ils sont connus pour être une des juridictions les plus impitoyables, celle où il y a le plus de pouvoir en cassation. Donc, ils ont confirmé le jugement, c'est ça? Ils ont confirmé le jugement. Ils ont même aggravé parce que me semble-t-il qu'au niveau des condamnations, au niveau financier, ça a été, les peines ont été alourdies, quoi. Voilà. Je précise quand même qu'en première instance, le premier juge, Guillaume Fauvet, il avait osé ce fumier, cette ordure, il avait osé nous mettre l'exécution provisoire. Ce qui veut dire l'exécution provisoire, ça veut dire que malgré que tu t'opposes donc à cette décision inique et que tu fais appel, tu dois quand même verser l'argent. Donc, ils peuvent te faire des saisies sur ton compte. Nous nous sommes battus et nous nous sommes opposés. Nous avons fait des procédures. Et donc, il y a eu manifestement aussi une erreur de procédure de la part de leur avocate, cette incompétente Christiane Emberg-Argimulot. Et donc, ils n'ont pas pu obtenir l'exécution provisoire. Elle avait été actée dans le jugement, mais ils n'ont pas pu nous racketter. Donc, nous avons fait appel. Il faudrait voir avec 50 millions de consommateurs, avec les fausses factures, d'accord? Parce que je suis sûr qu'ils ont un département qui pourrait vous défendre, hein, sur ce genre écoute, je ne sais pas, parce que je t'ai dit, je leur ai déjà fait appel à ces organisations, à ces associations dans le cadre de la construction à l'époque.
Et je n'ai jamais eu de retour, quoi. J'ai écrit de Là, partout. on parle du droit sur les factures, sur les acomptes, parce que Tout à fait. Du droit, oui, du droit. donc Oui. déjà, premièrement, la première erreur qui a été faite, c'est de ne pas avoir sur la compte que tu as versé de 5 000 et quelques euros, d'avoir la référence qu'elle a avec, ce qui avait été commandé. Et ça c'est le début de l'escroquerie. Hein. C'est le début de l'escroquerie. Mais tout à fait, tout à fait. Je veux dire, il faut pas oublier quand même que c'est un professionnel. C'est un professionnel de la vente, en l'occurrence, de la vente. Comment un professionnel de la vente, un client vient le voir? Est-ce que tu as déposé plainte en nom propre contre le gérant, contre celui qui est le patron? C'est en cours. Oui, c'est en cours. C'est en cours. Et donc, à partir de là, donc, quand nous avons produit notre constat contradictoire, ils ont vu que nous avions plein d'éléments juridiques. Bon, il y a eu des arrangements entre leur avocate et le magistrat, et donc on a été condamnés. Donc nous avons fait appel. Et entre-temps, figure-toi, tu sais ce qui s'est passé? Alors, monsieur Jean-Paul Barjavel, notre carreleur, donc là, j'ai compris après la supercherie. En fait, notre carreleur, il nous a vendu la marchandise, il nous l'a livrée, il nous l'a posée, et après, ils se sont dit, on va essayer de leur soutirer une seconde fois le prix du carrelage, parce qu'il s'est avéré que ce monsieur Jean-Paul Barjavel, notre carreleur, était ami avec le gérant Geoffroy Guerdou du magasin Aptapro, monsieur Bricolage. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, attends, là, faut pas tout mélanger. Tu avais une facture, il t'a signé une facture, il t'a signé un reçu avec un stock de carrelage. Oui, oui. Donc ça, pour une maison de 159 mètres carrés, et en face, il me présente une facture de, je ne sais plus de quel montant, d'un montant faramineux, de 330 mètres carrés de carrelage. Et là, ils se sont bien gardés, quand ils ont fait la demande au tribunal, ils n'ont pas demandé la surface, à mesurer la surface de la maison, parce que là, ça posait un problème. Comment on peut demander… Est-ce que tu as fait un PV d'huissier avec ta surface? Oui, oui, j'ai tout ça. Parce que là, ça veut dire que ton ancien carreleur, il s'est retourné contre toi? C'est ça. Il s'est ligué avec son ami Geoffroy Guerdou, qui est franc-maçon. Oui, mais attends, lui, il t'a fait des factures avec une surface de carrelage, avec un montant. Oui. Il t'a fait une facture avec la surface qui a été carrelée. Oui, tout à fait. Oui. Comment il peut changer d'avis? Eh bien, écoute, parce que au bout d'un moment, je veux dire, il y a eu des dégradations sur le chantier quand il venait travailler. Et un beau jour, je lui ai dit, écoutez, monsieur Jean-Paul Barjavel, il y a des problèmes, il y a beaucoup de matériel qui est endommagé. Donc là, à partir de là, il a abandonné le chantier. Et donc, il n'a pas pu terminer le chantier qu'il était en train de faire chez moi. Donc, du coup, à partir de là, il s'est ligué avec son ami Geoffroy Guerdou. Ah, c'est une histoire ubuesque. Hein. C'est une histoire ubuesque. Sauf que… Il n'a pas fini le carrelage, alors? Non, il n'a pas terminé. Non, il n'a pas terminé le carrelage. La pose du carrelage, il ne l'a pas terminé. Mais la facture… Il t'a facturé le volume du carrelage. Oui, on lui devait juste une toute petite somme, il a indiqué à un moment donné de 1 000 €, un truc comme ça, quoi. On lui devait 1 000 €, encore un reste de 1 000 €. C'est indiqué dans les documents, voilà. D'accord. Donc, c'était pas une somme exorbitante. Oui. Voilà. Donc, il avait endommagé le matériel, donc du coup, nous avons cessé toute relation avec lui, et donc il est parti. Et à partir de là, parce qu'il y avait d'autres travaux qui étaient prévus ensuite, par la suite, on avait prévu de faire d'autres travaux. Donc, mécontent d'avoir été limogé, donc il s'est retourné contre nous. Et donc, à partir de là, donc ces gens-là se sont rendus à la gendarmerie.
quand ils ont vu qu'on avait fourni tous les documents et tout. Donc, ils ont trouvé une technique, ils se sont rendus à la gendarmerie pour déposer plainte contre nous. Tu comprends? C'est assez quoi? Ils déposent plainte sur quoi? Ben, alors, je veux dire, il indiquait que ce n'était pas lui qui avait fait ce document. Voilà. Donc, moi, j'ai été convoquée à la gendarmerie, et à la gendarmerie, le gendarme qui devait me mettre en garde à vue, quand je lui ai fourni tous les documents et la double facturation de ce carleur, là, il a compris parce que dans le dossier de défense devant le tribunal, ils ont fourni des factures. Leur avocate de AptaPro a fourni des factures. Sauf que moi, je n'avais pas les mêmes factures. Je n'avais pas les mêmes factures. Pourquoi il a fait ça? En fin de compte, il a fait ça pour escroquer le fisc. Parce que lui, il avait donc une double facturation. Nous, par exemple, nous avions une facture, mettons, je dis un chiffre au hasard, mettons des travaux qui étaient facturés à 10 000 €. Lui, il a présenté une facture avec un montant, par exemple, de 8 000 €. Donc, il avait une double facturation. Et j'ai fourni tous les documents à la gendarmerie. Attends, donc, là, le gendarme, il m'a dit… Une question bête. Quand il dit que c'est pas lui qui a signé ce document-là, est-ce que les gendarmes, ils ont fait la comparaison de signature sur les autres documents? Oui, ils ont bien vu que c'était lui. Ils ont bien vu que c'était lui. Et le gendarme qui m'a reçu était très sympathique parce qu'il a vu que j'étais victime. Il m'a dit, j'étais obligée normalement vous étiez normalement mise en garde à vue, mais vu les éléments que vous m'apportez, je ne peux pas vous mettre en garde à vue, je vous épargne la garde à vue. Et donc, il a pris tous les documents. Il m'a dit, je vais communiquer ça au procureur de la République. Est-ce que tu as un PV d'audition pour ça, non? Il t'a fait un PV d'audition? Oui, oui. Donc, j'ai communiqué donc des documents aux gendarmes et le procureur, monsieur Philippe Guémas, franc-maçon corrompu, mécontent que le gendarme en fait était de mon côté, malgré tous les éléments que j'avais communiqués qui démontraient que monsieur Jean-Paul Barjavel était un escroc, un fraudeur fiscal, un fraudeur. Donc, il a demandé aux gendarmes de me reconvoquer et de me prendre les empreintes et les photos. Donc, le gendarme, il était vraiment gêné. Il me rappelle un mois ou un mois et demi après, il me dit, je suis désolée, Madame Villano, je sais que vous êtes victime, mais j'ai reçu l'ordre du procureur, monsieur Philippe Guémas, je suis obligée de vous prendre les empreintes et les photos. Je dis, mais attendez, vous plaisantez, je suis victime dans cette histoire. Il me dit, je suis obligée de vous reconvoquer et sinon je serai obligée de venir vous chercher parce que c'est l'ordre de monsieur le procureur. Donc moi, n'ayant rien à me reprocher, je me suis rendue à la gendarmerie, on m'a pris mes empreintes et mes photos. Donc je suis partie et le gendarme, il m'a dit, je ne pourrai pas vous tenir informé de la suite parce que je m'en vais, je suis mutée. Donc il est parti, il était vraiment plein d'empathie, il était très compréhensif, un gendarme vraiment professionnel qui a compris que nous étions victimes. Vu tous les documents que je lui ai fournis, il a compris que c'était une escroquerie en bande organisée. Donc, le temps a passé, et comme il y avait l'audience qui était pendante devant la cour d'appel donc de Nîmes, donc moi j'ai écrit au procureur où ça en était, donc concernant la plainte de ces escrocs, de ces malfaiteurs. Et là, j'ai reçu un courrier en me disant que c'était classé sans suite. Donc, il y a eu un classement sans suite. Donc, je me suis dit, bon, classement sans suite, la justice a enfin compris que nous étions victimes, qu'en face, il y avait un escroc, un fraudeur fiscal qui avait une double comptabilité. J'ai tous les documents. Il n'y avait pas de bon de commande, il n'y avait pas de bon de livraison, il y avait notre facture, il y avait une attestation, il y avait des attestations de témoins, il y avait un constat d'huissier contradictoire. Je pense que la justice va enfin ouvrir les yeux et comprendre que nous sommes victimes. Écoute, on est tombé encore à la renverse puisqu'on nous a condamnés. Malgré tous les documents, malgré le classement sans suite,
nous avons été condamnés à Nîmes en appel par la magistrate Marie-Pierre Gabet-Fournier, une magistrate corrompue, une escroc, qui nous a condamnés par escroquerie au jugement. Donc voilà. Voilà où ça en est. C'est une histoire ubuesque. Tout est de l'escroquerie. L'escroquerie de A jusqu'à Z. Donc voilà, donc à partir de là, donc j'ai écrit à l'huissier faussaire en lui disant que c'était grâce à lui parce qu'il avait fait un constat frauduleux, il avait fait un faux en écriture publique, que c'était un escroc et que donc il était hors de question d'exécuter une décision rendue par escroquerie au jugement sur la base de faux en écriture publique. Mais tu as déposé plainte? Est-ce que tu as déposé plainte pour faux en écriture publique contre l'huissier? Je vais le faire maintenant parce que figure-toi, à ce moment-là, on était en plein dans le dossier de la construction. On avait la plainte avec le constructeur, on avait le litige devant le tribunal. Non, parce que je t'explique. Comme tu as un autre PV qui contredit ce qu'il a écrit, c'est-à-dire que tu as la preuve qu'il a, par un autre huissier, qu'il a fait un faux en écriture publique. Bien sûr, ben oui. Et toutes les autres preuves que je t'ai citées tout à l'heure, notre facture, notre attestation du carreleur, les attestations de témoins, l'absence de bon de commande, l'absence de bon de livraison, le constat contradictoire, la plainte classée sans suite. Mais là, c'est pas possible. Je me suis dit, mais c'est pas possible. En tout cas, bon, là, c'est, on a dit ce qu'on avait à dire, d'accord? Là, on va publier les pièces parce que je vais faire un montage vidéo, d'accord? Qu'est-ce que tu as d'autre à dire là pour l'instant sur ce dossier-là? On a fait le tour déjà là. Ben écoute, ce que j'ai à dire, je pense que j'ai fait le tour de la question. Je voulais quand même préciser que cet huissier faussaire, donc quand il est venu, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il est venu accompagné de gendarmes et d'un serrurier. Donc, figure-toi qu'il a facturé donc son constat qui était normalement de l'ordre à peu près grosso modo dans une fourchette de 300 €. Donc, il nous a facturé ça 1500 € le constat. 1500 € parce qu'il savait très bien, c'est une organisation mafieuse qui fonctionne en chaîne, chacun son rôle, et donc il nous a facturé 1500 € et ces 1500 €, bien entendu, ils ont été mis à notre charge par le premier magistrat mafieux Guillaume Fauvet et par la deuxième magistrate Marie-Pierre Gabet-Fournier de Nîmes. Mais là, ça ira compléter comme il a fait un PV à 1500 € qui a un faux en écriture publique, avec escroquerie à au paiement, d'accord? Ça se retournera contre lui. Ça sera un argument complémentaire. Écoute, je l'espère. Parce que l'autre qui a fait l'expertise, elle t'a pris combien? L'autre, elle m'a pris de l'ordre de 200 et quelques euros. D'accord. Donc, il faudra faire le comparatif entre Voilà. un faux en écriture qui prend 1500 € avec une qui fait une contre-expertise et qui prend 5 fois moins. D'accord? Exactement. Mais bon, là, tu as 2 pièces pour déposer plainte contre l'huissier. Pour faux en écriture. Bien sûr, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Et figure-toi que cet huissier faussaire malfaiteur, du coup, voyant que quand même l'étau se resserrait sur lui, parce que je lui ai envoyé plusieurs courriers en lui disant que c'était un escroc et un malfaiteur, du coup, il s'est déchargé. Maintenant, ce n'est plus lui depuis l'année dernière. Ce n'est parce qu'il a tenté de nous faire une. Tu le préviens que tu vas lui téléphoner, d'accord? Et tu vas lui dire qu'avec l'expertise que tu as faite par un autre huissier, tu vas déposer plainte contre lui pour faux en écriture, d'accord? Bien sûr. Tu le préviens. Tu le préviens. Je vais le prévenir, je vais lui envoyer la vidéo justement. Je vais lui envoyer parce que depuis l'année dernière, donc il a tenté de nous faire une saisie sur compte et il s'est retrouvé bredouille parce qu'il y avait rien. Donc du coup maintenant, qui a pris la relève? Donc c'est l'huissier, le même que pour la maison, que pour le Turc, le même malfaiteur. Alors c'est l'huissier Sibutbourg et Lévy, c'est l'étude d'huissier Sibutbourg. Alors lui, il est dans tous nos dossiers, dans la construction, c'est lui.
dans un dossier où il a tenté de m'estorquer des fonds par le biais d'un dentiste. C'est lui, toujours pareil, dans un dossier où il n'y a rien, il n'y a pas de signature, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de devis. Il a tenté de m'estorquer de l'argent. J'ai déposé plainte contre lui, contre cet huissier, Yannick Sibutbourg. Et maintenant, c'est lui, donc, avec son confrère Pierre Lévy, c'est lui qui tente de nous escroquer, donc, dans cette affaire. Et donc, voyant… On va publier les documents derrière, ne t'inquiète pas, ça va. Et puis tu feras, une fois que j'aurai mis la vidéo en ligne, tu lui enverras à l'huissier, à l'autre, et puis à l'autre aussi. Tout à fait, aux deux. Parce que le dernier huissier, donc je lui ai envoyé un mail carabiné ces jours-ci que je t'ai produit, que je t'ai fourni, que tu vas mettre en fin de vidéo. Donc je l'ai averti, je l'ai tutoyé, je lui ai dit, écoute-moi bien, tu vas arrêter ton jeu là, cette escroquerie en bande organisée, tu tentes de nous racketter sur un carrelage qu'on a déjà payé. Donc je lui ai envoyé notre facture, l'attestation, je lui ai envoyé des documents, plusieurs documents par mail et par lettre recommandée. Et qu'est-ce qu'il a fait, voyant que, je veux dire, on ne se laissait pas faire, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, cet après-midi, mon mari, Benoît, a reçu un appel de la gendarmerie et de madame, une certaine, comment elle s'appelle ? Une certaine, je crois c'est Lecomte, un truc comme ça. C'est une dame, une gendarmette, cet après-midi qui appelle Benoît et qui lui dit, tiens-toi bien, c'est vraiment une milice là, on est sous la Gestapo là, on est vraiment sous la Gestapo. Elle demande à Benoît, il faut me communiquer votre numéro de compte, à quelle banque vous êtes, les immatriculations de vos véhicules et l'adresse, le nom de votre employeur. Mais mon mari lui dit, mais vous plaisantez ? Mais qui vous êtes? Qui vous êtes? Vous m'appelez? Qui vous êtes? Moi, je ne sais pas déjà d'une, si vous êtes gendarme ou pas. Vous m'appelez comme ça pour me demander des informations confidentielles. Mais jamais de la vie, je vous les donnerai. Jamais de la vie. Et il a oublié de… Écoute bien, si tu appuies sur aucun document juridique qui demande ça, ils ne peuvent pas le demander. Ben bien sûr, mais il est hors de question. Il est hors de question. Ils ont oublié ces gendarmes. Je leur ai envoyé un mail cet après-midi. Ils ont oublié ces gendarmes que quand nous nous sommes présentés il y a quelques mois, il y a un mois ou deux, pour déposer plainte pour escroquerie en bande organisée contre des magistrats mafieux pour les PV, les faux PV. C'était pas pour escroquerie en bande organisée, c'était pour faux et usage de faux sur les 4 PV que tu as publié dans une précédente vidéo. Quand nous nous sommes présentés, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gendarmes? Ben, le gendarme qui était de fonction ce jour-là, il nous a mis dehors, il nous a dit oui, c'est ça, des magistrats mafieux qui font des faux PV, tout ça. Allez, c'est bon. Il nous a pris vraiment pour des mythomanes, quoi, des déséquilibrés. Et donc là, ces gendarmes qui refusent de prendre notre plainte, aujourd'hui, ils appellent mon mari, ils osent, avec une outrecuidance mais phénoménale, demander à mon mari ses coordonnées bancaires, à quelle banque il est, et son employeur. Mais Benoît, il a dit, mais jamais de la vie, vous pouvez même me mettre en garde à vue, jamais. C'est pas possible ça, c'est la Gestapo, Les gendarmes, ils sont aux ordres du procureur. D'accord? Le procureur mafieux. Non mais attends, les gendarmes, leur chef, c'est le procureur de la République. Faut pas oublier ça. D'accord? Donc après, si le procureur de la République, il est manipulé par d'autres personnes, c'est là qu'il y a des conséquences. Ok? Mais en attendant, pour l'instant, tant que les gendarmes, ils n'ont pas des documents officiels, d'accord? Par jugement, qui demandent, vous les communiquez pas. C'est aussi simple que ça. Bon. Bien évidemment que non, mais on ne se laissera pas faire. Il est hors de question. Maintenant, il va y avoir des plaintes qui vont être déposées contre tous ces malfaiteurs, les 2 huissiers, l'huissier le dernier que j'ai averti, à qui j'ai fourni toutes les pièces et qui est informé qu'il y a une escroquerie au jugement, comme déjà c'est le même huissier qui veut faire exécuter une première escroquerie au jugement concernant la maison, et maintenant, il veut nous racketter. Hors de question. Mais alors, pour déposer plainte, tu auras intérêt peut-être à changer de département, hein, parce qu'autrement, il risque bien évidemment. Il risque pas de les prendre dans son département, en fait. D'accord? Oui, bien évidemment. Bon, on a fait le tour, Cécilia? Eh bien, écoute, je ne sais pas, ça a été un petit peu bousculé, cette affaire, donc, écoute, je ne sais pas, donc,
Voilà, donc j'ai expliqué quand même, je précise quand même que donc l'huissier il a fait un faux, il s'est adjoint quand même les services de Monsieur Olivier Tréhin, qui était l'ami de Monsieur Gerdou, Geoffroy Gerdou, ça veut dire conflit d'intérêt. Tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. Donc, il a facturé 1 500 €, un faux constat, un faux en écriture publique. Il a mis un avis personnel dans le constat, alors que normalement, le rôle d'un officier ministériel ou de toute personne assermentée doit rester neutre et impartial. Donc, il a mis un avis personnel sur son constat en disant que l'année correspond à la date de commande du carrelage. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Tout a été violé de A à Z, de A à Z. On aurait dû obtenir gain de cause devant la justice. À partir du moment où il y a l'autre PV d'huissier qui a fait un autre constat, d'accord, qui prouve qu'il a fait un faux en écriture, c'est ce qui est le plus important pour moi. D'accord? OK? Hein? Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que d'ailleurs, il s'est déchargé et il a confié ça à notre huissier pour tenter de nous racketter. Voilà. Bon, du coup, j'ai une quarantaine de documents à mettre en ligne, d'accord, qui seront au bout de cette vidéo-là, d'accord? Et il faut que je fasse un montage vidéo de toutes ces pièces, d'accord? Ah oui, je te remercie. Je sais que c'est beaucoup de travail, Christophe, mais je te remercie parce que tu participes vraiment de tes forces, voilà, tu y mets tout l'amour. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, on m'a volé mes 2 entreprises, on m'a volé ma SCI, on m'a volé ma maison personnelle, donc je sais de quoi je parle, hein. D'accord? Je sais, je connais ton histoire, malheureusement, ta douloureuse histoire, ton vécu. Voilà. Voilà. Ok, Cécilia. Bon, j'envoie le générique de fin, alors du coup, on a fait le tour. Je voulais quand même, avant que tu termines, je voulais quand même, c'est très important parce que ces gens-là, ces ordures, il faut les montrer, les nommer, les désigner, que tout le monde voit leur visage. Comme quand aux États-Unis, quand on recherche des assassins, des criminels wanted. Et je veux que tout le monde les identifie parce que tôt ou tard, ces gens-là devront rendre des comptes. Il faut qu'on s'y attelle. Ils devront rendre des comptes par la voie légale au nom du peuple français. Voilà donc Christian Ripert, le mafieux dit mandataire judiciaire, escroc au jugement. Madame Christiane Humbert Gargiulo, avocate à Cavaillon, qui a participé à cette escroquerie au jugement du carrelage en magouillant avec les 2 magistrats, Guillaume Fauvet de Pertuis et Marie-Pierre Gabé-Fournier de Nîmes. C'est l'huissier qui a fait un faux en écriture publique et authentique, qui nous a réclamé 1 500 € de constat, qui a fait intervenir l'ami de M. Gerdou et qui a fait donc un faux en écriture, qui a fait venir les gendarmes, un serrurier. Voilà, ce mafieux Christophe Magnier, qui est huissier de justice, donc commissaire de justice sur Avignon. Lui, c'est Philippe Perici. C'était l'avocat que nous avions à Nîmes, donc en appel. Donc, nous étions obligés d'avoir un avocat, sinon notre dossier ne passait pas. C'est les inconvénients de la procédure. Ils font tout pour compliquer la vie aux victimes parce que nous sommes tout à fait capables de nous défendre seuls. Et là, nous étions obligés d'avoir un avocat. Donc, c'est un avocat mafieux, un escroc jugement, Philippe Perici. Il est dans la combine. Et quand nous sommes passés donc à Nîmes, une précision quand même utile, j'avais des témoins avec moi qui ont assisté à cette mascarade de justice. C'était organisé à huis clos, comme d'habitude dans toutes nos affaires, parce qu'ils savent que nous avons de la gueule. Nous ne nous laissons pas faire. Voilà, nous sommes des résistants et des combattants. Donc, ils ont organisé ça à huis clos et ils nous ont, comme d'habitude, comme à leur habitude, ils nous ont menacé d'appeler la police parce que je ne me suis pas laissé faire. Donc, ils nous ont menacés et notamment même notre avocat. Donc, il nous a menacé d'appeler la police. Comme ils ont fait la dernière fois sur Avignon, et tu sais que de toute façon, comme je t'ai expliqué, le délibéré était prévu pour aujourd'hui dans le dossier d'injure devant le tribunal correctionnel d'Avignon, et demain je vais à Avignon pour avoir la décision qui a été rendue probablement contre nous par les mafieux d'Avignon, Lionel Mathieu qui m'avait viré. Tu te rappelles que j'avais fait une vidéo sur cette affaire.
Donc voilà, et l'huissier donc qui a pris en charge ce dossier, donc l'étude Yannick Sibutbourg et Pierre Lévy, donc les mafieux qui sont dans tous nos dossiers. Bon, voilà. Donc le droit a été violé, tous les articles de loi, l'obligation de fournir un bon de commande, un bon de livraison, un contrat qui doit être signé entre les parties, un accord sur la chose et sur le prix, tout a été violé. L'article 1583, voilà, qui rappelle, du Code civil, qui rappelle qu'un accord doit être passé entre les parties. Donc là, il n'y a rien eu de ça. Tout a été démontré par nous que nous avions une facture, un constat contradictoire. Tout a été démontré. Les magistrats, par-dessus la jambe, comme d'habitude. Voilà. Bon. Donc, je vais publier toutes les pièces derrière ce témoignage-là et je te remercie pour cette intervention on va essayer de faire avancer la vérité, Cécilia. Voilà, c'est tout. Okay. Tout à fait. J'enverrai ça à la gendarmerie également. Voilà. Je te remercie Christophe et je remercie donc tous les gens qui m'écoutent, qui me regardent et je leur demande comment on dit ça, j'en perds mes mots, de partager, publier. Il ne faut pas avoir peur de ces gens-là. Ces gens-là sont des criminels, des délinquants. Il faut arrêter de faire des courbettes devant ces gens-là. Il faut arrêter de les vouvoyer. Il faut arrêter dans les courriers de mettre des formules de politesse. Ce sont des criminels, des délinquants, des racailles. Et les racailles, on ne les respecte pas. Après, ces racailles d'en haut se permettent de faire la leçon de morale à des racailles d'en bas. La seule différence, c'est que la racaille d'en bas est en survêtement et basket et eux, ils sont en col blanc, main sale, cul sale, tout ce qu'on veut, voilà, col blanc. Et ce sont des voyous, des criminels. Et je les combattrai jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je lâcherai jamais. Et mon mari est un honnête homme. Un honnête homme, jamais on ne lâchera. Jamais, jamais. Ils le paieront très, très cher. Jean-moi générique de fin. Ce sera le mot de la fin. Salut Cécilia. À bientôt. Merci.
Christophe.